Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Mathieu Castagnier pour le quotidien La Croix. Bonjour. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Véronique de la Maisonneuve pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aussi secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts. Ah, je l'étais. Et vous l'étiez pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et vous avez été choisi pour présider, donc depuis l'automne dernier, le nouveau groupe écologiste au Palais du Luxembourg, créé l'automne dernier à l'occasion du renouvellement sénatorial. Alors voici qu'un autre groupe écologiste voit le jour, celui-ci à l'Assemblée nationale, traduction des urnes des dernières élections législatives. Je vous propose donc de nous arrêter dans un premier temps sur ce nouveau paysage parlementaire, puis nous évoquerons les dossiers auxquels est confronté le gouvernement Ayrault, qui va être remanié dans les heures qui viennent, à l'heure donc où nous enregistrons cette émission, notamment avec les rendez-vous internationaux du Mexique, du Brésil et la semaine prochaine de Bruxelles. Alors une première question au préalable, Jean-Vincent Placé, pour parler de cette nouvelle Assemblée législative, de cette Assemblée nationale. Vous avez débuté votre carrière politique comme assistant parlementaire de l'ancien maire de La Rochelle, Michel Crépeau, et vous avez été proche notamment de l'actuel premier magistrat de cette ville, Maxime Bonneau. Alors vous devinez ma question, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat fratricide entre le socialiste local Olivier Forlani et Ségolène Royal qui a dû mordre la poussière? Pour être franc, c'est vrai que c'était pas une très bonne image pour le rassemblement de la gauche. On a eu une belle victoire dimanche dernier, et puis quelque part, La Rochelle, qui est toujours belle et rebelle, comme disait mon ami et mentor Michel Crépeau, a voté ce qu'il a voté. Nous étions très clairement derrière Ségolène Royal, à la soutenir. Et vous avez compris qu'un socialiste local puisse estimer qu'il y avait matière pour quelqu'un de La Rochelle, justement, se montrer rebelle par rapport à ce parachutage parisien? Je crois que dans les enjeux de ce type-là, nationaux, comme les élections législatives, avoir quelqu'un de la personnalité et du poids politique de Ségolène Royal aurait été important pour la ville, ce qui était d'ailleurs le sens du soutien très clair de Maxime Bonneau à la candidature de Ségolène Royal. Donc voilà, moi je ne vais pas me mêler particulièrement des affaires de La Rochelle, mais pour le coup, nous avons soutenu très nettement Ségolène Royal au deuxième tour, et j'espère qu'elle pourra elle pourra utiliser ses talents et ses compétences pour le pays dans les mois, dans les années à venir. J'espère qu'on pourra trouver quelque chose, voilà. Quand vous dites quelque chose, vous pensez qu'elle peut éventuellement... Non, moi je pense rien du tout. Je vous réponds à vos questions. Bon, vous voyez, nous, en tant qu'écologistes, on n'est pas particulièrement engagés dans cette discussion-là. Nous, on a pu d'ailleurs voir que les dissidents socialistes étaient présents dans pas mal d'endroits. Ils nous ont fait perdre à nous, écologistes, 4-5 sièges. Nous-mêmes, nous avons été très sérieux et très unitaires et rassembleurs au deuxième tour, parce qu'y compris quand nous avons été devancés par les dissidents socialistes, nous avons appelé à voter pour eux face à la droite. Donc je crois aujourd'hui que nous sommes sérieux et crédibles, les écologistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dissidences socialistes, et on voit que ce n'est pas tellement par rapport aux écologistes que cela nuit, mais aussi à des personnalités comme Ségolène Royal. Mathieu Castagnier pour La Croix poursuit ce dialogue. Alors les législatives ont donné 18 élus aux écologistes, 9 hommes, 9 femmes. Il en restera 17 quand Cécile Duflot aura laissé son siège à la suppléante écologie. Ça forme donc un groupe. Mais à quoi ça sert un groupe quand on entend Alain Vidalis, le ministre des Relations avec les parlements, dire les écologistes auront une liberté de débat, mais pas une liberté de vote? Alors déjà, nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir ce groupe à l'Assemblée nationale. Cela valide bien sûr notre stratégie électorale d'accord et de partenariat, parce que la logique de la Ve République étant ce qu'elle est, on le sait depuis d'ailleurs l'inversion du calendrier qui avait été faite par M. Jospin et le quinquennat, c'est-à-dire que le régime est ultra présidentialisé, excessivement d'ailleurs, mais nous essaierons avec ce groupe parlementaire, justement au-delà des enjeux écologistes en premier lieu, de porter la parole d'une république plus démocratique, plus parlementaire, plus décentralisée. Ce sont des thèmes sur lesquels nous serons extrêmement actifs. Donc une grande joie, après le groupe au Sénat, d'avoir pour la première fois à l'Assemblée nationale ce groupe. Effectivement, la logique majoritaire a apporté ce que je pensais assez naturel en vérité et en termes de cohérence par rapport à la logique institutionnelle que je combats, mais elle est là, donc il faut l'intégrer. C'est ce que nous avons fait pour le partenariat avec le Parti Socialiste. Il y a une majorité absolue de sièges au Parti Socialiste, et vous faites référence à l'intervention de M. Vidalis, qui est ministre des Relations avec le Parlement.
Bon, je crois que c'est une très mauvaise intervention, parce que, y compris, elle est offensante, non pas seulement par rapport aux écologistes, mais par rapport au Parlement, par rapport aux parlementaires. Qu'est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y aurait un accord, il y aurait une petite Bible qui ferait qu'il n'y aurait pas de liberté de vote? Enfin, vous imaginez ce que ça veut dire? Évidemment qu'il y a la liberté de vote. Avec des logiques comme ça, jamais la République ne se serait mise en place. Ça veut dire qu'à Versailles, eh bien, on aurait voté selon les différents États, et on n'aurait pas voté par tête, qui était une grande demande d'ailleurs des révolutionnaires à l'époque. Donc c'est pas sérieux. Je crois que c'est une petite bévue que je ne mets pas sur une erreur de jeunesse, mais une erreur du début gouvernemental. Et je crois qu'en revanche, c'est très important parce que quelque part, M. Vidali dit ce qu'est la Ve République habituellement. On se dit, il y a les 60 propositions du chef de l'État, le gouvernement applique, et le gouvernement légifère et se dit, de toute façon, les deux assemblées, elles ont vocation à voter ce qu'on va dire. Nous sommes très clairs, soutien fidèle et loyal au président de la République, au gouvernement dans lequel nous siégeons, mais nous ne voulons pas enquiquiner, nous voulons apporter des suggestions, et puis apporter cette vision de l'écologie, cette prise en compte des questions de l'environnement et de la nature en lien avec l'emploi et les solidarités, que nous avons la prétention d'être les seuls à porter dans le débat public. De 1997 à 2002, où il y avait quelques écologistes à l'Assemblée, la logique, le pacte qui avait été passé, c'était de dire on doit voter au moins la loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce que ces deux textes-là, qui sont un peu emblématiques, qui sont les instruments financiers de la politique d'un gouvernement, est-ce que ces deux textes-là, vous vous engagez, vous, à les voter? C'est évidemment la logique politique, parce que nous avons un souci de solidarité budgétaire, mais elle ne doit pas se décréter, elle doit faire en sorte qu'elle soit naturelle. C'est-à-dire que dans la loi de finances, nous souhaitons, et ça me paraît évident, moi je suis à la commission des finances du Sénat, je rapporte le budget de la sécurité de la police et de la gendarmerie, qu'il y ait un travail en amont qui soit fait avec les ministres, qu'il y ait des concertations entre les groupes parlementaires, qu'on puisse y compris avoir des discussions avec nos propres partis respectifs, qu'on améliore la loi de finances. Il faut arrêter ce système pyramidal et autoritaire que nous avons beaucoup connu, et d'ailleurs sous Mitterrand également, donc c'est pas un problème de droite-gauche, et particulièrement depuis 5 ans, et on ne peut pas travailler comme ça, on voit que ce n'est pas les bonnes solutions. Très rapidement, les projections ont été faites dans le cadre du débat présidentiel pour que ça soit 1,7% de croissance l'année prochaine du PIB. Toutes les études nous démontrent que ce sera plutôt 1, voire moins. Donc évidemment qu'on ne va pas appliquer bêtement la feuille de route initiale, vu qu'il y a des faits nouveaux. Et si par exemple le prix de l'essence que nous pensons se met à de nouveau flamber, que le prix des matières premières flambe, on voit bien qu'on ne peut pas faire les budgets comme on était sur la feuille de route des 3 derniers mois. La feuille de route, c'est une grande orientation, et le gouvernement doit travailler et de moins légiférer. Parce que, y compris là, moi j'ai rien dit pour l'instant, parce que je laisse faire et puis c'est bien, mais il ne faut pas faire trop de décrets. Alors, le Parlement doit légiférer, et y compris sur des sujets comme le harcèlement sexuel, parce qu'il y avait une urgence, donc on va aller dans l'ordre du jour gouvernemental, mais ces lois-là, ça doit être le Parlement qui les fait. On a une pratique institutionnelle qui est d'ailleurs maintenant très ancrée dans la tête des Français. C'est pour ça que 80% des gens vont voter à la présidentielle, et que tout de suite après, ça tombe à 55% pour les législatives, parce que justement, ils pensent que les députés ne servent pas à grand-chose. Eh bien, c'est à nous de démontrer le contraire. On reviendra sur ces dossiers de la crise. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Dans la mesure où vous tenez votre existence parlementaire à l'entente avec le PS, la remarque du ministre avec le Parlement est quand même très logique, puisque vous avez fait le choix d'abdiquer d'une certaine façon votre liberté pour aller, je suis peut-être un peu direct, mais à la gamelle parlementaire. Donc c'est logique qu'après, il vous demande le retour d'ascenseur. Il vous demande le retour d'ascenseur, c'est logique? Non, vous êtes trop direct, et vous êtes vous-même d'ailleurs dans cette logique-là autoritaire dans le partenariat. Nous ne sommes pas là. Nous avons fait 5,5% des voix. On aurait la proportionnelle, nous aurions eu 30 sièges. On ne les a pas volés, nos sièges. Et y compris, je l'ai dit dès le dimanche soir, on est quand même dans une république complètement incroyable, où François Bayrou, qui a fait 9% à la présidentielle, n'est même pas représenté, il est battu, il n'a pas de groupe. Jean-Luc Mélenchon, j'ai quelques divergences de fond sur l'analyse que nous pourrons faire de ce qu'est réellement l'écologie politique, mais enfin, il a fait 11, et le Parti communiste et le Front de gauche ont fait plus que nous aux législatives. Vous voyez, je vous dis les choses, ils ont 10 députés.
et même Madame Le Pen, bon, je pense que vous imaginez bien le peu de sympathie que je porte à ses idées, à son style et à elle-même, c'est pas normal qu'elle ne soit pas élue. En revanche, nous avons choisi effectivement de compenser d'une part l'absence de proportionnel avec un peu d'habileté, mais c'est pas interdit quand même en politique d'être un peu habile. Et par ailleurs, sur nos idées. Bien sûr, il y a la feuille de route, mais nous apportons nos idées écologistes et nous le ferons. Et c'est pour ça qu'on ne se tient pas par la barbichette, etc. Mais vous n'avez pas, y compris des premières mesures que nous porterons, et ça, pour le coup, c'est dans la feuille de mais route. votre choix ça a été consolide négocié le système. et avec Martine Aubry et François Hollande, c'est la part de proportionnel, 20% aux législatives. On va redécouper les circonscriptions parce que M. Marleix, il a bien fait son travail. Il faut voir le nombre de circonscriptions à 50,5 à droite, là, avec des qui est l'auteur du redécoupage au temps du précédent quinquennat. Mais Monsieur Placé, est-ce que... Vous voyez, nous sommes en soutien fidèle et loyal. Les grandes orientations stratégiques, oui. Et puis, nous porterons nos idées, notamment sur l'énergie, notamment sur les politiques environnementales, et évidemment, on soutient nos ministres sur le logement, l'aménagement du territoire, le développement. Enfin, nous aurons beaucoup à faire. Donc, tout à la fois sérieux et crédible, tout à la fois travailleur et tout à la fois très exigeant. Et puis, avec des petits échanges sincères et francs, comme on dit, avec les fidélistes. Voilà. Jean-Vincent Placé, à me joindre. Donc, Jean-Vincent Placé, quand vous avez fait cet accord avec le PS, est-ce qu'aujourd'hui, vous aboutissez à 17 députés, est-ce que vous n'avez pas sacrifié ce nombre de députés au détriment de dossiers comme le nucléaire et le nombre de centrales qui seront peut-être fermées, mais on ne sait toujours pas quand et combien? Bien, moi, je suis très content Par de vous poser cette question, parce que je trouve que, et ça a arrangé beaucoup de monde à l'époque, la conclusion de l'accord politique que nous avons fait avec le Parti Socialiste a été incroyablement caricaturée. Dès le départ, alors après on peut me dire, oui, mais la bagarre est de savoir si on ferme une centrale, deux centrales, soit centrales. Enfin, excusez-moi, je ne vous dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais l'orientation la plus essentielle, c'est que face à la pression politique, et pas d'ailleurs tellement du parti en tant que tel, mais des Françaises et des Français qui s'intéressent aux questions énergétiques et aux questions écologiques, pour la première fois depuis 40 ans que quelques grands ingénieurs et quelques politiques tout seuls, sans aucune concertation, ont lancé la filière nucléaire dans ce pays, pour la première fois, un président de la République dit « nous allons changer de politique, on va réduire la politique nucléaire ». C'est ça que ça veut dire. De 75% à 50% d'ici 2025, ce n'est pas rien. Madame Merkel, donc, qui n'est pas non plus une babacool écolo pacifiste, eh bien, elle dit sortie du nucléaire. Mais ils sont à 22% de production d'électricité par nucléaire en Allemagne, 22 à 0. Moi, je peux vous dire que, et je n'ai pas de raison de douter de la volonté du président de la République de tenir ses engagements devant les Françaises et les Français, 75%, 50% avec une politique forte de développement des filières d'énergie renouvelable, ce que nous portons sur le photovoltaïque, sur la géothermie, sur les éoliennes, et aussi une vraie vision sur la rénovation des bâtiments. Ce sera le travail de Madame Bric et de Cécile Duflot. Sur la question également d'une forme d'éco-citoyenneté importante sur la maîtrise de la consommation énergétique, parce que ça aussi, c'était en réalité là que le vrai de la solution se trouve. Voilà, donc cet accord, y compris sur le plan fiscal, sur le plan social, sur les questions de retraite, par exemple, et le retour à 60 ans, c'était dedans. Après, comme je viens de le dire directement pour le président de la République, il vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire qu'il est là, important, comme les 60 propositions. On s'appuiera sur tout ça pour faire une politique pour le pays qui soit bonne déjà et solidaire et puis écologique. Mathieu Castagnier-Lacroix. Vous avez parlé du nucléaire, qui est le thème un peu symbolique, identitaire pour une grande partie des écologistes. Quel geste symbolique vous attendez maintenant pour montrer que François Hollande va effectivement s'engager dans ce chemin que vous décrivez? Parce que sinon, en 2017, par exemple, vous serez probablement encore toujours au gouvernement, ce sera la même majorité, et on va inaugurer l'EPR. Ça risque de ne pas être un signe extrêmement flatteur pour le poids des écologistes au sein de cette majorité. Déjà, vous avez raison. L'EPR de Flamanville. Déjà, nous attendons, dans le discours du politique général du Premier ministre, dans 10 jours, la réaffirmation très claire de la fermeture de Fessenheim. Et effectivement, nous aurons à nous interroger, parce que je l'ai dit, ce n'est pas un sujet secondaire, du rythme d'arrêt du nombre de réacteurs. Parce que, bon, effectivement, 75-50, 2025, si on n'arrête rien, c'est sûr que ce serait un moment à marcher de dupe, mais moi, je n'ai pas de crainte à l'instant où je parle. Et puis, sur la question de l'EPR, nous, de la même manière, il y a eu une petite caricature de l'accord, parce qu'on nous dit « Ah, mais vous n'avez pas parlé de l'EPR, vous n'avez pas parlé de Notre-Dame-des-Landes, donc vous avez admis que ça allait se faire. » Pas du tout. Nous avons admis, nous avons admis que nous allions chacun être sur nos positions sur ces sujets.
Nous faisons ça d'ailleurs assez régulièrement dans le cadre des fusions de listes, des accords politiques de municipales et de régionales. Et voilà, c'est très clair. Nous pensons que l'EPR, c'est déjà un désastre financier. Ça va être un désastre industriel, personne n'en veut. On essaie de l'exporter partout, ça n'intéresse personne. Le coût de sortie d'électricité va s'accroître, y compris avec les questions de sécurité. Donc c'est un très mauvais produit. Donc d'une part, il valait 3 milliards, et maintenant c'est 6. Ça devait se faire en 6-7 ans, ça se fait en 12. Enfin bon, tout ça est ridicule. Ça on montre bien, y compris une certaine forme d'inefficacité. Sur les marchés internationaux, on est ridicule à ce niveau-là. On est en train de se faire tailler des croupières, excusez-moi pour ce propos trivial, par l'ensemble de nos concurrents internationaux. Voilà, donc vous voyez, j'essaie même pas d'être dans l'idéologie écolo. Moi, je suis fondamentalement contre le nucléaire pour les raisons que malheureusement nous avons vécues à Fukushima, mais y compris sur la question industrielle, du coût, des sujets d'exportation, tout ça ne marche pas. Et nous aurons plutôt vers 2017-2018, à un moment, si par hasard ça a réussi à se construire, eh bien nous aurons un temps de réflexion sur la mise en service, parce qu'il y a une commission qui doit décider de la mise en service. Et moi, je vous dis que d'ici là, ce produit-là sera tellement inutile, c'est partagé par beaucoup d'ailleurs dans la filière nucléaire, que ça ne sera pas mis en service, et j'ai cette prétention-là, avant la fin du quinquennat de François Hollande. Donc nous d'ailleurs sur le terrain, nous continuerons évidemment à nous mobiliser, comme d'ailleurs sur le Notre-Dame-des-Landes, où nous considérons toujours, nous n'avons pas changé de doctrine là-dessus, que c'est un aéroport totalement inutile, particulièrement d'ailleurs dans le cadre de la situation internationale, parce que mes amis écologistes le prennent sur l'angle environnemental. Oui, je pourrais continuer très longtemps, comme vous avez pu le voir, mais c'est très important sur l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est le projet de nouvel aéroport près de Nantes. Mais je vous propose de marquer une première pause. Nous allons poursuivre cette conversation. Nous vous retrouverons dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui, Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Il est interrogé par Mathieu Castagnier de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve pour RCF. Alors parlons un peu de ce gouvernement qui va être remanié, qui va changer dans les heures qui viennent, à l'heure où nous enregistrons cette émission ce jeudi. Ce gouvernement donc de Jean-Marc Ayrault, vous faites partie des responsables politiques qui ne dissimulent pas leurs ambitions. Alors 2 écologistes figurent déjà dans ce premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mais vous n'avez pas été nommé ni ministre de l'Intérieur, ni ministre du Budget, comme on vous en prêtait. Ni ministre tout court. Comme on vous en prêtait le désir. Alors, petite question anecdotique, pour démarrer cette seconde partie, auriez-vous accepté un lot de consolation, en quelque sorte, un secrétariat d'État aux collectivités locales? J'avais cru comprendre dans les gazettes que vous auriez répondu que vous craignez que votre maire pense que vous feriez alors le courrier, Jean-Vincent Placé. C'est vrai, j'avais dit ça. Moi, je fais partie effectivement des gens qui affichent clairement les choses. Je fais de la politique parce que je crois beaucoup à mes idées, à la pensée écologiste. Je pense qu'elle est essentielle pour l'avenir du pays, mais pour l'avenir de la planète, et de façon non emphatique. Je pense que c'est quand même très important. Quand on veut évidemment faire des choses, eh bien, il faut assumer les responsabilités. Moi, je n'ai pas de problème pour les assumer, pour les revendiquer. Après, j'ai cette force dans la vie, c'est que quand c'est pas moi qui choisis, ça ne me dérange pas de ne pas être nommé. Donc voilà, je suis très content en plus de faire ce que je fais à la présidence du groupe au Sénat, où je peux être utile, je crois, à la cause que je défends. Le gouvernement, en plus, je suis très sincère, est très équilibré. Je trouve que les gens sont... Avec 2 ministres écologistes, c'était votre... C'était le rapport de force du moment. Votre dose le président de la revendiquée. République, vous savez, c'est un garçon très politique. Donc, il fait les choses avec les dosages politiques du moment. C'était le moment de la présidentielle où, je l'ai tout dit aussi, de façon très sincère, on n'a pas été très renforcés. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même peut-être une litote. Et là, nous sommes renforcés incontestablement. Mais les grands équilibres sont faits. Franchement, ils sont en place depuis un mois. On ne peut pas dire qu'il y en ait qui est démérité. Et puis, quelque part, c'est aussi au Parti socialiste, qui a la majorité absolue de sièges à l'Assemblée nationale, de mener la politique qu'il souhaite. Nous pèserons. Mais personne de votre formation au ministère de l'Environnement. C'est normal, selon vous ? Oui, parce que nous, ce que nous souhaitions, c'est que le ministère ne soit pas démantelé. Donc c'est acquis, au contraire, on revient à la formule initiale avec Jean-Louis Borloo, avec l'énergie. Mais comme, vous le savez, on a un sujet de fond qui nous sépare, c'est la question du nucléaire, parce que même si j'ai dit que nous sommes favorables à ce compromis dans le quinquennat, nous allons continuer à lutter pour la sortie du nucléaire. Donc, y compris, je pense que ça aurait été contradictoire que nous soyons
pas en porte-à-faux, mais en vision stratégique différente d'avec le président de la République. Donc on assume les choses. Nous sommes des démocrates. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne suis pas trotskiste. Je ne me dis pas, avec 2%, je vais imposer tout au reste. La vérité, c'est que nous essayons de nous construire, de nous renforcer, de peser davantage, bien sûr, dans les institutions, mais aussi dans le mouvement social, dans les ONG, dans les associations environnementales, et de peser surtout dans l'opinion. Et le débat que nous allons avoir, par exemple, sur la transition énergétique dans l'année qui vient, qui doit aboutir à une loi en 2013, c'est surtout là que nous allons peser, pas tellement de savoir si on est ministre de l'écologie ou si on n'y est pas. Voilà. Et ce temps-là, et c'est pour ça que je suis très content que nous ayons un groupe au Sénat, un groupe à l'Assemblée nationale, que nous soyons en position significative dans l'ensemble des régions, des agglos, des grandes villes, pas encore assez en rural, pas encore assez dans les banlieues, mais on continue à travailler à cela. Tout cela doit s'équilibrer entre le poids dans la société, le poids dans les institutions. Et vous le voyez, je suis très déterminé à ce que ce pays, la France, que j'aime beaucoup, fasse plus d'écologie dans les années à venir. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. On parlera tout à l'heure des questions de société, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu brouillon chez les écologistes qui déconcerte un peu l'opinion ? Je pense aux propos de Cécile Duflot sur le cannabis qui ont marqué l'entrée en scène, on peut dire, des écologistes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela ? Vous avez pensé que c'était une gaffe, que c'était au contraire une forme de ballon d'essai ? Que c'était votre liberté de vous exprimer? Voilà, c'est ça. Vous l'avez compris, sans reprendre la formule de la magistrature où on dit que la plume est serve et la parole est libre. Et je pense que c'est important, dans le souci tout à la fois de cohésion et de solidarité, d'avoir une capacité de la parole libre. On voit bien ce que c'étaient les ministres sous Sarkozy. Ils réunissaient Guéant, Louvrier, Guénaud le matin. Ils racontaient parfois n'importe quoi et hop, ça partait dans la machine gouvernementale et il fallait que ça soit une exécution dans les 24 heures. Ça n'a pas de sens. Voilà. Votre collègue, M. Bourdin, qui est habile, a posé cette question à Cécile Duflot. Voilà. Donc elle a dit sa position, qui est la position constante du Parti écologiste, qui est celle d'ailleurs de Daniel Vaillant, sur laquelle avance François Rebsamen. Enfin, vous voyez, c'est pas des dangereux gauchistes non plus. Bon, on est sur des positions qui font débat dans la société et qu'on veut faire avancer. Après, elle est au gouvernement, donc il y a un arbitrage qui a été dit par le Premier ministre. Il s'impose au moins à nos ministres. Après, nous allons sûrement déposer une proposition de loi à un moment ou à un autre, en travaillant davantage le sujet, en l'expertisant davantage. Mais pour revenir sur l'aspect brouillon, moi, je fais partie avec ténacité et persévérance de celles et ceux qui essayent de donner une image sérieuse de l'écologie, y compris dans les institutions. Et c'est vrai, et on voit les limites, c'est-à-dire que quand il y a l'élection présidentielle et qu'il y a le vote utile qui s'abat, on voit bien que ce n'est pas nous le vote utile. Bon, voilà, il faut être lucide, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous, notre enjeu, c'est de nous crédibiliser davantage. Aujourd'hui, on trouve ça assez bien. Ça vous crédibilise. Vous pensez que ce genre de propos vous crédibilise? Vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture qui sont du cannabis, par exemple, et que les associations de prévention routière étaient... c'est un sujet important, mais je pense que vous devez étendre votre proposition à l'alcool, je pense. Vous devriez l'étendre aussi à la cigarette. Vous devriez l'étendre à de nombreux autres produits. Donc ça, c'est un sujet de santé publique extrêmement important. Le problème, c'est de savoir, puisque vous voulez qu'on débatte du sujet, c'est bien naturel, savoir si c'est efficace ce qui se fait actuellement. On est le pays qui fume le plus, en cachette. On est le pays où le prix est le plus cher. Et on est le pays aussi où il y a le plus de délinquance induite par ce prix et par cette consommation. Donc, excusez-moi, si vous me dites sur le fond que de pénaliser, ça permet d'améliorer la santé publique, c'est exactement le contraire. Toutes les études le démontrent. Et je vous dis, Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, Lionel Jospin, lui, il porte l'idée de mettre en place une régie autonome du chichon. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai jamais fumé de ma vie. Mais pour justement pouvoir contrôler et la distribution, et y compris la production, parce qu'il prétend même que ça fait gagner de l'argent à l'État, et dans ces périodes, c'est pas si mal que ça. D'ailleurs, je ne dis pas que je reprends ces propositions à mon compte, je dis que ce sont les propositions de Daniel Vaillant. Donc vous voyez que le sujet est plus complexe, et il ne faut pas le prendre, permettez-moi de vous le dire, avec quelques slogans qui ne sont peut-être pas le sujet, d'autant plus que le Premier ministre a arbitré, mais nous, ça ne nous fera pas changer d'avis. En revanche, et là c'est bien clair par rapport à l'aspect crédibilité, c'est qu'il nous faut justement avoir ce débat-là devant les Françaises et les Français pour convaincre. Parce que si on faisait une mesure autoritaire en disant ça y est, on dépénalise, et que soudain il y ait des millions de gens dans la rue, etc., parce qu'ils ne comprendraient pas l'objectif, ça c'est pas utile. Je crois que c'est vraiment important de réformer, pas en douceur, réformer radicalement, mais avec une acceptation populaire pour que justement d'ailleurs la réforme s'opère, parce qu'aujourd'hui on ne réforme plus par décret ou case de Vladivostok et tout, et heureusement. Véronique de la Maisonneuve, RCF.
Que pensez-vous des premiers pas de François Hollande sur la scène internationale? On a vu quelques blocages déjà avec l'Allemagne et par exemple au G20 un refus de quelques pays, notamment anglo-saxons, sur les taxes sur les transactions financières. Moi, j'ai jamais compris le débat qui avait été porté sur la capacité ou non de François Hollande d'être à la hauteur au niveau international européen. Voilà. François Hollande, c'est quand même un responsable politique de haut niveau. Et comme il le dit lui-même avec sourire, avoir dirigé le Parti Socialiste 10 ans, c'est très formateur. Vous m'être occupé du Parti écologiste, je sais que bon, c'est très très formateur, la direction des partis. Mais plus sérieusement, aussi bien à Chicago, aussi bien à Camp David, aussi bien à Kaboul, aussi bien à Bruxelles, à Berlin, on a vu que le chef de l'État est évidemment au niveau de sa fonction dans les relations internationales. Après, vous venez de le dire, c'est pas parce qu'on est au niveau qu'on réussit à convaincre. Moi d'ailleurs, je suis inquiet qu'à Rio, il y ait eu aussi peu de chefs d'État importants à s'intéresser à la question écologique. Là, on en était sur la taxe sur les transactions financières. Sur la taxe des transactions financières, il faut la faire au moins au niveau européen, parce qu'on voit bien les blocages immédiats dès qu'on arrive sur la scène du G20, parce que les Américains, les Chinois ne sont pas intéressés évidemment à cette taxe au niveau mondial, parce qu'ils sont toujours dans la logique de la compétition, alors que nous voudrions faire entrer et l'Europe et le monde dans la logique de la coopération pour avoir une politique fiscale juste. Donc il faut avancer sur cette question au moins au niveau européen pour qu'avec le bloc européen, nous puissions faire en sorte que c'est ce que disait déjà Nicolas Sarkozy. Ah ben sur cette question-là, oui, sauf que lui, en plus, il avait pris même au niveau français. Il avait dit il y a 3 mois, on va le faire au niveau français. Bon, ça, c'est ridicule, parce que même une taxe infime, au niveau français, on voit bien qu'on irait le lendemain tous, enfin les autres, à Francfort ou à Londres pour faire les transactions. Donc tout ça est ridicule. Il faut faire au moins sur les places boursières européennes, aux frontières soit de l'Eurogroupe, soit des 27, pour essayer à terme, et ça je pense que c'est le même objectif sur les politiques sociales et les politiques environnementales, d'où le fait que nous soyons également attachés à une norme de protection environnementale et sociale aux frontières de l'Europe, pour que nous portions des thèmes qui se propagent, voilà, avec suffisamment de force pour que cela puisse, sinon s'imposer aux autres, du moins que les partenaires dans les zones États-Unis, dans les zones Chine, puissent sentir qu'il y a là une possibilité de développement commun et pas seulement de compétition exacerbée. Parce que, et ça c'est l'écologiste encore qui parle, quand dans 30 ans on sera 9 milliards sur cette planète, on est 7, hein, et je le dis souvent, on était à 2 milliards en 1930 et 1 milliard en 1800. Et ça, cette réalité-là, elle fait que le monde doit s'entendre, parce que sinon ça va devenir très très compliqué. Sur le budget européen, la petite phrase du Premier ministre anglais qui déroule le tapis rouge, c'est encore un tacle contre les Français, ça, ou en tout cas les décisions du gouvernement français. C'était pour le coup très inopportun. J'étais hier à la réception dans l'ambassade de Grande-Bretagne pour fêter la reine d'Angleterre. Je me suis permis de le dire avec humour, j'espère, à l'ambassadeur d'Angleterre, parce que... Enfin, moi, je ne suis pas je suis pas Premier ministre, mais tout de même, on irait à des sommets sociaux expliquer la situation de la santé ou de l'éducation, où depuis Madame Thatcher, les Anglais se sont énormément désengagés de toute politique de service public. Enfin, on n'a pas le leçon à recevoir de Monsieur Cameron. Donc, bien sûr, on n'est plus à Waterloo, à Fashoda, mais on est dans l'entente cordiale, évidemment, et ce sont des partenaires et amis. On l'a vu dans l'intervention en Libye, mais ce sont des propos, je pense, à éviter déjà. Et puis, par ailleurs, au-delà de la forme et du respect du partenariat, il y a sur le fond, moi, il me semble que... D'ailleurs, l'autre vraie question qui serait intéressante, c'est de savoir si on ne fait pas des tranches entre 45% et 75%. Parce que moi, je suis favorable à la mesure au-delà d'1 million, 75%. Mais je ne comprends pas bien, effectivement, pourquoi entre 150 000 et 1 million, ce serait entre 45% et 75%. Pourquoi il y a un tel saut sur l'effet de seuil. Donc voilà, il faut ouvrir ce débat-là. Et pour le coup, ce sera un débat de la Commission des finances, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Et puis nous en parlerons ensemble. Moi, on n'en parle pas encore, mais il me semble que par rapport justement aux prévisions de croissance, parce que malheureusement, et c'est encore l'écologiste qui parle, tout est tellement assis sur la question de la croissance et qu'elle ne sera plus là. Il faut arrêter de dire qu'elle sera à 2,5. Le système français s'équilibre à 2,5 pour le budget et pour la sécurité sociale et les retraites.
Et ça ne va plus marcher. Donc il va falloir chercher d'autres moyens fiscaux et il va falloir chercher, même pour l'année prochaine, Monsieur Moscovici il aura beaucoup de travail avec nous, c'est faire des propositions pour soit augmenter davantage les impôts, parce qu'il faut dire les choses, soit réduire des dépenses. Moi, mon orientation va plutôt sur l'augmentation des impôts. Je souhaite par ailleurs qu'on ait une vraie réflexion sur la fiscalité écologique. Mathieu Castagnier, la Croix, justement. Justement, vous êtes un des écologistes qui s'intéresse beaucoup aux questions économiques et budgétaires, ce qui n'est pas le plus courant dans le parti. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite musique qu'on commence à entendre, disant, après le rapport de la Cour des comptes, le discours va changer, jusque-là on dit on va s'en tirer par des hausses d'impôts sur les plus riches, mais que finalement l'effort à faire sera tellement vaste qu'il faudra demander des efforts à l'ensemble de la population et qu'on ne s'en sortira pas non plus avec l'espèce d'insistance à revenir en disant il n'y aura pas de rigueur parce qu'on va se concentrer sur les hausses d'impôts, mais qu'il faudra aussi couper les dépenses, c'est-à-dire soit les moyens de l'État, soit les prestations versées aux citoyens. Je crois que sur le paquet fiscal, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Sur le paquet fiscal qui a été défini avant l'élection présidentielle par le président de la République, sur lequel manifestement à Bercy on travaille, je pense qu'il faudra aller plus loin. Voilà, je viens de le dire sur l'impôt sur le revenu. Je pense qu'il faudra avoir une réflexion peut-être accrue sur l'impôt sur le patrimoine, sur les donations, sur la question des niches fiscales. Il faudra avoir une interrogation aussi sur l'impôt sur les sociétés, peut-être au-delà des 30%, notamment lorsque ce n'est pas réinvesti. Enfin, bon, il va falloir, à mon sens, retrouver une dizaine de milliards. C'est pour moi qui le dis, c'est à peu près tout le monde. On a déjà un taux d'imposition qui nous situe parmi les plus élevés d'Europe. Oui, tout à fait. On est à 44,8 et on va aller, je pense, à 46, 47. Mais je pense aussi que par ailleurs, déjà, c'est pas vous qui dites ça, mais on n'a pas de leçon à recevoir du gouvernement précédent qui l'a porté à un niveau record. Mais le débat il est simple. C'est dans la situation de crise économique et mondiale que nous vivons. Est-ce qu'on veut maintenir le modèle social français ou pas? Voilà. Et y compris avoir une réflexion sur comment asseoir ce modèle social avec la faible croissance qui va arriver dans la compétition internationale. Donc ça, ces grands thèmes-là, ils sont essentiels et ce n'est pas pour seulement le collectif budgétaire de juillet. Donc la question des hausses d'impôts, il faut assumer. La question des réductions de dépenses, oui, il faut y réfléchir. Moi, j'ai toujours trouvé, je suis pour le sérieux. Je ne suis pas pour qu'on dépense à tout va. Je pense qu'on est arrivé à un stade où, d'ailleurs, c'est le sujet de la réforme de l'État, le sujet de la réforme territoriale. Alors, il faut mieux dépenser. Qu'on est obligé d'aller voir 5 interlocuteurs pour faire une salle polyvalente ou pour monter un projet culturel. Enfin, on est dans le ridicule absolu, mais ça fait longtemps que je le dis. Et j'espère qu'on pourra changer des choses dans l'acte 3 des décentralisations. Je vois là déjà des économies d'échelle à faire. Mais il faut porter des vrais débats. Et j'étais très content, moi, par exemple, que Michel Rocard reprenne pour la première fois, parce que c'est toujours pareil. C'est que, alors c'est aussi notre faute, mais quand on dit sortie nucléaire, on passe pour des fous. Madame Merkel le dit, le fait, déjà, ça paraît un peu plus sérieux. Moi, je dis, il y a 10 jours, dissuasion nucléaire, donc j'ai dit 4 milliards, certains disent 3,4 milliards, bref, il y a un petit débat sur la réalité des coûts. D'ailleurs, je n'ai pas compris ce qu'était le 16 milliards de Michel Rocard. Alors, il faut rappeler que c'est que Michel Rocard, qui mercredi s'est interrogé sur l'utilité aujourd'hui de la dissuasion nucléaire. Ah non, mais il ne s'est pas interrogé, avec son franc-parler habituel, il a dit qu'il fallait arrêter, il ne s'est pas interrogé du tout. Donc et ça, nous disons depuis longtemps. Eva Joly l'a porté pendant la campagne présidentielle. Mais on est même dans l'OTAN aujourd'hui. C'était une politique des années 60 d'affirmation de l'indépendance de la France. Donc on avait dit aux Américains de partir de Reims et d'ailleurs. Et puis on avait dit la puissance de la France nécessite la dissuasion nucléaire. Voilà. Il y a un moment, il ne faut pas faire plus que ce qu'on prétend être. Et quand on dit ça, on dit « Ah, mais vous n'aimez pas la France, vous voulez qu'on enlève le siège du Conseil de sécurité ». Moi, j'aime passionnément la France. Mais ce qu'il faudrait, c'est que justement, aimant passionnément la France, on ne raconte pas n'importe quoi aux Françaises et aux Français. Et ces 3,4 ou ces 4 milliards chaque année pour maintenir la dissuasion nucléaire, parce qu'évidemment, on ne recrée pas encore des sous-marins nucléaires ou des zones, des missiles lanceurs d'engins, c'est ça, je crois, la terminologie, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste des termes même de l'armement nucléaire, qui ne me passionne pas forcément, puisque justement, je pense qu'il est totalement inutile, mais qu'on ne me fasse pas, et on ne nous fasse pas passer pour des écologistes rêveurs, pacifistes. Moi, je ne suis pas plus pacifiste que ça, je suis pour l'armée européenne. Voilà. Et je suis pour une armée qui puisse faire le travail que dit l'ONU,
moi, je préférerais qu'on sorte de l'OTAN, d'ailleurs, pour le coup, parce que je ne vois pas l'intérêt, mais on y est, et ça, c'est une donnée. D'ailleurs, à l'époque, on était dans l'opposition, tout le Parti socialiste disait que c'était un scandale de rentrer dans l'OTAN. Bon, voilà, je pense que les gens évoluent. Et dans le souci que nous avons, c'est bien sûr protéger nos frontières, mais ça, c'est pas l'arme nucléaire qui va protéger nos frontières. Et puis, être une force utile de police internationale et d'intervention, mais ça, pour le coup, il faut renforcer nos moyens. Par exemple, on n'a pas d'avion cargo de projection de troupes. On est obligé de demander aux Américains pour aller en Afghanistan ou même pour en repartir. Donc essayons de nous concentrer sur des choses vraiment opérationnelles, y compris même au niveau européen. Ayons 2 porte-avions, parce qu'on sait très bien que dès qu'on en a un, il est inutile, parce qu'il faut le réparer, le mettre en maintenance, et donc ça n'a pas de sérieux. En Libye, heureusement que ça s'est arrêté, parce qu'on ne savait plus comment faire en vérité. Voilà, donc ces débats-là, posons-les franchement, et on peut poser des débats sur différents sujets qui sont budgétairement possibles. Voilà. Mais n'ayons pas de tabou, parce que sinon, à la fin, avec tous les tabous, on ne fait plus rien. Et renforçons en revanche les moyens. Jean-Vincent Placé, juste une petite question pour terminer cette partie de Louis Dauphren. Oui, tout ça me passionne, donc voilà. C'est effectivement passionnant. Juste une remarque, c'est la dissuasion nucléaire qui fait aujourd'hui l'avantage comparatif de la France par rapport à ses partenaires européens. Et ça veut dire quoi, ça, monsieur ? C'est le fait qu'on ait précisément cet atout que les Allemands n'ont pas, qui fait que dans le cadre d'une armée européenne, on serait en mesure de défendre notre place. C'est donc quel est notre avantage comparatif ? Mais ça, alors là, franchement, je ne vais pas polémiquer, mais ça veut dire quoi l'avantage comparatif sur quand il faut faire des arbitrages, vous n'allez pas faire des arbitrages. Si vous faites des arbitrages sur les avions, sur les chars, vous trouvez que du fait que nous ayons concurrents, là, on n'a pas de concurrents là-dessus. Non, mais d'accord, mais après, si on me dit que on fait ça pour avoir une industrie qui vit de l'argent des crédits de l'État, mais j'avais pas compris que c'était la thèse libérale. Alors, je dis pas que vous soutenez la thèse libérale, mais voilà, c'est un peu comme nos Rafales, quoi, qui vivent et de la commande publique française essentiellement, et qu'on essaye à chaque fois qu'on fait un déplacement de vendre à des gens qui n'en veulent pas, bon bref, mais l'avantage comparatif, excusez-moi de vous dire que je ne le vois pas. Qu'est-ce que ça nous apporte sur la scène internationale en termes d'autorité d'avoir l'arme nucléaire ? Non, mais dans le cadre d'une armée européenne, vous pourriez avoir nos sous-marins. Non, moi je suis pour que qui seraient ceux qui assureraient la défense de l'Europe. Je suis pour que l'ensemble de cette fameuse armée européenne que d'aucuns avaient voulu en 1954 avec la communauté européenne de défense, la CED, voilà, pour l'histoire, pour nos auditrices et auditeurs, eh bien, je pense que ça n'a plus aucun sens, mais surtout ça n'a plus aucune utilité ni industrielle, ni en termes militaires, tout simplement. Et moi, je préférerais que, par exemple, on l'a vu en Libye, qu'il y ait une possibilité autonome d'intervention. En Libye, ça s'était reposé essentiellement sur l'Angleterre et nous, parce que nous faisons à nous deux 50% des dépenses militaires de l'Union européenne. Il faudrait qu'elles soient mieux réparties. Je ne vois pas pourquoi nos amis slovaques ou lituaniens ne participeraient pas budgétairement à la défense européenne. Et nous pourrions nous tourner vers d'autres secteurs. Regardez, les Allemands, ils ont, je ne sais pas les chiffres en tête, comme justement, après la guerre, ils ont été limités par rapport à la Bundeswehr. Ça a donné, ainsi qu'au Japon, comme quoi toujours une faiblesse peut devenir une force, à moins qu'on l'exploite intelligemment, eh bien, le fait qu'il n'y ait pas de dépenses militaires, ils ont pu se tourner bien plus que nous sur les dépenses de recherche technologique sur l'industrie et sur les nouveaux produits. Donc, vous voyez, l'heure tourne, malheureusement. Ben oui, mais vous voyez, je suis en forme, donc je pourrais vous dire plein de choses. Mais je suis content parce qu'enfin, on peut dire des choses sur le fond, parce que ça, c'est vraiment l'intérêt de notre émission. Je vous propose une troisième partie, mais auparavant, une petite pause, et on vous retrouve dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui est Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. Il est interrogé par Mathieu Castagnier de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Véronique Lamaisonneuve pour RCF. Alors, on a fait allusion au sommet de Rio. Je vous propose de démarrer cette petite courte dernière partie par ce sujet. Au vu des résultats de ce sommet de Rio, on n'a pas encore tous les résultats définitifs, mais on a quand même quelques informations suffisantes aujourd'hui pour que je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut en conclure que le développement durable, 20 ans après le sommet de Rio, a fait long feu? Autrement dit, Jean-Vincent Placé, est-ce que la croissance verte, c'est typique par temps de crise que ça s'enlise? C'est pas typique, mais on voit bien le repli des États sur le sujet. On l'a vu particulièrement en France pendant la campagne présidentielle, où il a été très difficile d'intervenir sur les grands sujets de fond, les sujets stratégiques. Ça a disparu quasiment même de la campagne présidentielle. Oui, mais j'ai eu la chance, j'étais à l'Union des maires de l'Essonne, parce que voilà, je suis sénateur de l'Essonne, avec Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique et social et environnemental, qui, comme d'habitude d'ailleurs, a fait une intervention brillantissime
sur les perspectives démographiques, les perspectives environnementales, les perspectives économiques dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que, moi je ne suis pas catastrophiste, au contraire, c'est pour ça que je fais la politique, et il n'y a pas de prise de conscience réelle, c'est terrible d'ailleurs, hein, des États-Unis, de la Chine, de la Russie, même de la Grande-Bretagne. Hein, je viens de citer 4 pays dont les chefs d'État ou de gouvernement n'étaient pas d'ailleurs à Rio plus 20. Bon, il faut faire attention parce que on va être dans des lendemains qui déchantent. J'étais aussi en déplacement en Égypte, en Libye, en Tunisie, et on voit que les solutions qu'on propose sont toujours un peu les mêmes. Les solutions de court terme, les solutions bien sûr sur le pouvoir d'achat. Des calendriers flous, des échéances inexistantes. Oui, du pouvoir d'achat subventionné, par exemple des financements de l'essence pour qu'on consomme davantage partout dans ces pays. Voilà, donc des bons alimentaires, des financements de l'essence, quelque part, c'est un peu les propositions qui sont faites par certains leaders populistes dans notre pays, et c'est cette montée des faits immédiats. Des propositions immédiates de court terme m'inquiètent beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs il me semble que la France pourrait avoir une parole très très forte sur les questions de l'écologie. Je suis satisfait moi pour ma part que le président de la République soit allé à Rio plus 20, porter des idées qui sont fortes, bon avec ces idées de social-démocrate, hein, mais qui n'est pas d'écologiste, mais quand même qui portait le débat. Voilà, mais je ne vous cache pas qu'après les échecs de Copenhague, de Cancun, je suis très inquiet pour la suite. Véronique Lamaisonneuve, RCF. On peut comprendre quand même la réticence des pays émergents qui, eux, se développent et qui n'ont pas trop envie de partir par là. Si nous, dans les années 50, on nous avait dit « attention, vous ne développez pas ou alors faites très attention », on aurait peut-être aussi été réticents. Mais c'est exactement ça. Il y a un terrible poids politique et historique de notre système économique mis en place par les pays occidentaux. Bon, on pourrait même remonter à 1850 et la révolution industrielle. Elle a été tempérée, cette révolution industrielle, en termes de productivisme, par des mesures de justice sociale, ce qui fait d'ailleurs, je pense, l'échec du marxisme, parce que Marxiste espérait un chaos du capitalisme pour justement que les révolutions s'opèrent. Donc il y a eu cela en 17 en Russie, mais on voit que les systèmes ont eu l'intelligence de mettre en place des politiques de solidarité. Et après la Seconde Guerre mondiale, on est arrivé dans une ère que personne n'a connue, où la technologie, le productivisme ont permis des avancées très fortes, par exemple sur nourrir les populations, les soigner. Donc ça, évidemment, il y a des choses très positives, sauf qu'on est en train d'épuiser la planète, tout simplement. Hein. Il suffit de voir les problèmes de réchauffement climatique, il suffit de voir la perte de biodiversité terrible. Hein. Dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus tout simplement de poissons dans les océans. Enfin, et quand je dis ça, les gens disent « Ah, bah, vraiment, les écolos, ils sont rabat-joie ». Bah, oui, ils sont rabat-joie, mais les générations futures, elles seront durement affectées par nos politiques. Et je ne vois pas effectivement que ça s'arrête. Hein. La campagne présidentielle américaine a l'air à peu près du même tonneau que la nôtre, celle de Russie avant. Nos amis chinois, eux, c'est un système différent, mais eux, ils ont une élection importante, c'est celle du bureau politique du Parti communiste chinois, qui sont les maîtres du monde en réalité, mais on verra ça à l'automne. Et c'est vrai que là, le mouvement de long terme de protection de la planète par rapport aux enjeux de court terme, emploi, pouvoir d'achat, cette contradiction est très très forte et très dure politiquement. D'ailleurs, on le voit bien, nous, y compris on dit « Ah là là, mais ils sont bien gentils avec leurs plantes vertes », mais c'est pas le problème des plantes vertes, c'est l'emploi y compris durable. Parce qu'on voit bien l'échec industriel, par exemple, du pays. On essaye d'avancer encore. Oui, mais... questions. Mathieu Cassagnier, pour je vais essayer une transition osée entre les problèmes du monde et ceux de votre parti, justement. Au moment où ces questions se posent avec cette intensité, on a l'impression que les Verts restent un parti quand même assez singulier, qui se prépare à choisir à sa tête un homme que très peu de Français connaissent. Là où dans les autres partis, la bataille oppose des poids lourds, chez vous, on a l'impression que c'est un choix qui se fait un peu par défaut. Les personnes ne souhaitent être le patron, le secrétaire national d'Europe Écologie. Nous sommes pour faire la politique autrement et donc opposés au cumul des mandats et des fonctions et en même temps et dans le temps. Ce qui fait que, par exemple, on ne serait pas en situation de désigner un parlementaire, par exemple, à la tête du mouvement. Et on voit bien que notre système a quand même quelques vertus, parce qu'on arrive à avoir des groupes politiques paritaires, très jeunes, très divers à l'Assemblée. Regardez
nos deux co-présidents du groupe à l'Assemblée ont respectivement 38 et 37 ans, François de Rugy et Barbara Pompili. Et par ailleurs, Pascal Durand, c'est un poids lourd du parti. Il était le délégué général d'Europe Écologie Les Verts, et c'est un proche de Nicolas Hulot qui nous a rejoints dans la dynamique d'Europe Écologie. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup par ses connaissances des dossiers environnementaux, ses capacités juridiques, il est avocat, et il s'avère qu'il est le porte-parole du mouvement, et nous avons la volonté justement de mettre en avant des têtes nouvelles. Il en fera partie, et voilà, moi je le soutiens comme vous l'entendez, et je pense qu'il va faire un très bon mandat à la direction de notre mouvement. J'allais dire, il faut préciser pour la compréhension de nos propos qu'il s'agit bien entendu de la succession de Mme Duflot à la tête de votre mouvement, oui. Qui va être décidé samedi prochain. Tout à fait. En sachant que par exemple chez nous, et je pense que c'est bien, le ministre ne peut pas être chef du parti. Et on ne concevrait pas non plus que, par exemple, un président de groupe parlementaire ou quelqu'un qui a de fonctions importantes au Sénat ou à l'Assemblée nationale le soit. On est très attaché à cette différence, mais je crois que c'est important d'ailleurs, y compris ça recoupe ce que je vous disais sur le plan institutionnel, de la séparation des pouvoirs, de ceux qui sont au gouvernement, de ceux qui sont au Parlement, et puis de ceux qui sont dans les partis. Parce que le parti, on n'a pas besoin d'un parti godillot non plus, nous. C'est-à-dire qu'on a au contraire besoin d'un parti qui se réaffirme, qui soit dans le mouvement social, et puis disons-le aussi très franchement, qui prépare les élections qui arrivent en 2014, où pour ma part, je souhaite que nous puissions, notamment dans les grandes villes françaises, faire entendre non pas nos différences, mais nos apports. Véronique Lamaisonneuve, RCF. Alors, rapidement, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les régions, est-ce que la gauche n'a pas trop de pouvoir ? C'est le fruit des circonstances. Moi, je suis pour l'équilibre des pouvoirs et je suis pour qu'on écoute l'opposition. Justement, il faut une opposition. Est-ce qu'elle va réussir C'est à l'opposition de bien faire son travail. Nicolas Sarkozy, moi je le salue là-dessus, avait souhaité que le président de la Commission des Finances à l'Assemblée soit de l'opposition. Moi, j'étais le premier à dire au Sénat qu'il fallait que ça soit réciproque au Sénat. Il faut qu'on travaille bien avec les collectivités territoriales. Il faut qu'on remette d'ailleurs de la justice dans les modes de scrutin, parce que de la même manière qu'il y a la logique de la Ve République, on a créé en vérité dans les régions et dans les agglos des grandes féodalités un peu permanentes, avec un pouvoir très autoritaire du premier magistrat des régions ou des villes. Et il faut remettre de la démocratie, bien sûr, mais vous savez, la vie étant ce qu'elle est, généralement, les électeurs et les électrices l'utilisent très vite, ce souci de rééquilibrer. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Quel sera le calendrier pour certaines mesures sociétales que les Verts et Europe Écologie portent quand même assez haut? Je pense au mariage gay, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que ça va arriver très vite? Nous, là-dessus, nous sommes dans le cadre du calendrier défini par le président de la République, parce que là-dessus, nous sommes totalement en phase avec lui. Donc, je crois comprendre que le mariage gay arrivera assez vite. Le mariage universel, c'est-à-dire que deux personnes puissent se marier. Moi, je ne suis pas un fan du mariage, mais s'il y a des gens qui veulent se marier, je ne vois pas très bien pourquoi ils ne pourraient pas le faire. Je suis pour tout ce qui peut unir durablement les humains, aussi bien d'ailleurs dans la vie collective des syndicats et des partis que dans la vie personnelle. Donc c'est une mesure que nous soutenons bien sûr, que nous avons portée avec Noël Mamère parmi les premiers, et qui, je crois, sera mise en place assez rapidement en termes de calendrier. Mais ça, le Premier ministre le dira le 3 juillet dans son discours de politique générale. Et puis sinon, on lui redira. Sur ces mesures qui vous sont chères, donc le mariage gay, il y a aussi, on en a parlé, la dépénalisation du cannabis, le droit de vote des étrangers, je cite un peu tous ces thèmes-là. Quels sont vos moyens de pression? Les mesures qui me tiennent cher, qui me tiennent à cœur particulièrement, ce sont déjà les mesures écologiques. On a parlé de la transition énergétique, on pourrait parler de la conversion écologique de l'économie. Je crois qu'il faudrait quand même un moment, dans le même débat pour ce qu'on vient de dire sur le long terme et le court terme, qu'il y ait des gens qui arrêtent d'aller à Gandrange, Florange, à Aulnay, aller promettre des emplois aux gens et dire qu'ils vont être maintenus grâce à la puissance publique. Moi, franchement, je trouve ça grave pour la politique d'aller raconter qu'on va régler des problèmes comme ça. Enfin, franchement, bon, il y a 800 000 emplois industriels qui ont été perdus. Je n'ai pas une énorme impression que si on continue sur cette pente-là, ça va s'améliorer. Il faut changer de produit, si j'ose dire. Il faut aller sur la pétrochimie verte, il faut aller sur les matériaux écolos, sur le bâtiment, il faut aller sur l'agriculture bio. Enfin, il y a beaucoup de sujets comme ça. Donc, j'ai bien compris votre souci de me faire parler, mon souci, c'est bien légitime, de mesures sociétales, mais je rappelle quand même que les questions écolos, c'est avant tout notre cœur, non pas de métier, mais de conviction profonde. Et voilà. Donc après,
en plus de tout cela, nous sommes pour l'Europe, pour la République exemplaire, et nous sommes pour des grandes politiques sociales, et c'est bien sur la retraite à 60 ans, c'est bien sur l'encadrement des loyers, c'est bien sur le coup de pouce au SMIC, et en plus de cela, oui, nous sommes assez libertaires dans la société, enfin, surtout mes camarades et pas tellement moi, mais ça c'est à titre personnel, je pense qu'à titre personnel on peut faire ce qu'on veut. Le temps est terminé, pardonnez-moi, mais je suis obligé de conclure. Nous sommes effectivement pour le mariage gay, sur la dépénalisation, on verra, parce qu'il y a du travail d'expertise. Très bien, on a déjà parlé avec la vie, je suis désolé, on va arrêter cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'était très intéressant, j'ai pu dire beaucoup de choses, ça m'a fait très plaisir. Vous qui êtes fidèles à cette émission, vous pouvez la revoir sur les sites respectifs de la Croix, de Radio Notre-Dame, d'RCF et naturellement aussi de KTO. Je vous souhaite pour ma part une très bonne fin de semaine, un bon week-end, à bientôt.